Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. 8h35 sur studiokalita.com lors de la revue de la presse et des médias israéliens avec un titre qui est en première page en manchette du Haaretz de ce matin et qui est mentionné également dans plusieurs sites d'information qui sont l'écho de l'état d'alerte. On peut dire un état d'alerte déclenché en Israël par l'armée israélienne en perspective de représailles possibles de la part du djihad islamique qui a menacé, on le sait, de venger la mort d'une douzaine de ces terroristes, dont un officier supérieur il y a 15 jours dans le cadre de la destruction d'un tunnel offensif par Tsahal qui reliait Gaza au territoire israélien. Et dans le cadre de cet état d'alerte, Tsahal a déployé pour la première fois depuis l'opération Bordure Protectrice des batteries de missiles de défense d'hommes d'acier dans le sud, mais aussi dans le centre du pays, ce qui pourrait signifier que l'armée israélienne redoute des tirs de missiles de moyenne, voire même de longue portée qui pourraient se trouver dans l'arsenal du djihad islamique dans la bande de Gaza. Je vous rappelle qu'en début de semaine, le Premier ministre Binyamin Netanyahou ainsi que le coordinateur de l'action du gouvernement Judée-Samarie, le général Yoav Mordechai, avaient mis en garde de manière très sévère le djihad islamique contre toute attaque en direction du territoire israélien. Et ils avaient affirmé qu'une telle attaque provoquerait une riposte israélienne particulièrement ferme. Apparemment, si l'on en juge donc cet état d'alerte, les avertissements israéliens n'auraient pas suffi à dissuader le djihad islamique. Et en marge de cette tension, les journaux nous présentent ce matin les changements de poste qui ont été décidés au sein de l'état-major de Tsahal ces derniers jours. Les plus importants sont la nomination du général Herzi Halevi, qui passe du poste de commandant des services de renseignement israéliens à celui du poste de commandant en chef de la région sud. Il sera donc remplacé au renseignement par un général issu des unités de blindés de Tsahal. C'est assez rarissime pour être mentionné donc ce matin dans les quotidiens israéliens. Il s'agit du général Tamir Eman. Quant au général Nadav Padan, il quitte le commandement du département cyber de Tsahal pour commander la région centre. Ces nominations ont été décidées par le chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Azenkot. Binyamin Netanyahou a réagi hier à l'accord conclu entre les États-Unis et la Russie qui permettrait à l'Iran de s'implanter en Syrie plus encore et à proximité de la frontière israélo-syrienne. C'est un titre que l'on retrouve dans l'ensemble des sites d'information de ce matin qui est mentionné également dans le Israël Hayom. J'ai indiqué à nos amis à Washington et à nos amis à Moscou qu'Israël se réservait le droit de se défendre en opérant en Syrie même, y compris dans le sud de ce pays. C'est ce que nous faisons actuellement et c'est ce que nous continuerons à faire, a déclaré le Premier ministre lors d'une réunion du groupe parlementaire Likoud à la Knesset. Lors de cette intervention, M. Netanyahou a également affirmé que si Israël n'avait pas agi et fait campagne au sein de la communauté internationale au cours des dernières années contre la menace du nucléaire iranien, l'Iran serait bel et bien aujourd'hui une puissance nucléaire. Fin de citation. Donc ce sont des informations, ce sont des propos tenus par Binyamin Netanyahou que l'on retrouve dans l'ensemble des sites d'information de ce matin. Les sites d'information israéliens ainsi que les quotidiens se font l'écho ce matin d'une nouvelle déclaration controversée, cette fois du nouveau patron du Parti travailliste, Avi Gabay, lors d'une rencontre hier avec des étudiants de l'université du Negev à Be'er-Sheva. Avi Gabay a déclaré en réponse à une question d'un étudiant qui trouvait qu'il était lui-même trop à droite. La gauche, a dit Avi Gabay, a oublié ce qu'est qu'être juif. Gabay a rappelé en 1997, le Premier ministre de l'époque, qui s'appelait comme par hasard Binyamin Netanyahou, avait déclaré au Rav Kadouri, qui était alors le doyen des kabbalistes, la gauche a oublié ce qu'est être juif. Et en réponse, qu'a fait la gauche ? Elle a effectivement oublié ce qu'est d'être juif, donc a déclaré Avi Gabay, et elle a donné priorité aux valeurs libérales au détriment de l'identité juive. On dit de nous que nous ne sommes que des libéraux, mais ce n'est pas vrai. Nous avons des valeurs juives et il faut les mettre en avant, a encore précisé le président du Parti travailliste. Cela lui a valu d'ailleurs une volée de bois vert et une réponse cinglante de la part de Zahava Galon, la présidente du Parti Meretz. Avi, c'est toi qui as oublié qu'il n'y avait pas de contradiction entre les valeurs juives et le libéralisme. Tu n'as pas compris que tous les juifs d'Israël n'étaient pas prêts à se prosterner devant l'approche ultra-orthodoxe du judaïsme, a déclaré donc Zahava Galon.
Mais ce n'est pas la seule déclaration inattendue du leader travailliste. Lors de la même discussion donc avec les étudiants de l'université de Beersheva, Avi Gabay a également affirmé qu'il serait prêt à être le numéro 2 de Yair Lapid dans un gouvernement de gauche ou de centre-gauche si le parti de Lapid, Yesh Atid, obtenait plus de mandats que le camp sioniste lors des prochaines élections législatives. Et en marge de ces déclarations d'Avi Gabay liées au caractère juif de l'État d'Israël, eh bien, les sites d'information et les quotidiens se font largement l'écho du discours prononcé hier soir dans la nuit par le président de l'État d'Israël lors de la General Assembly des communautés juives des États-Unis qui se tient actuellement à Los Angeles. Dans ce discours, le président Reuven Rivlin, qui ne prend plus la peine de dissimuler ses différences d'approche avec Binyamin Netanyahou, a émis l'espoir qu'il sera possible de débattre à nouveau du fameux accord permettant aux courants réformistes et conservatifs de disposer d'une esplanade pluraliste devant le Kotel, devant le mur occidental à Jérusalem. Nous sommes peinés que le Kotel, le mur des pleurs et des joies, qui doit dans l'absolu rassembler le peuple juif, soit aujourd'hui la source de discorde, a déclaré le président. Avant cela, il avait affirmé que l'État d'Israël sera toujours le foyer de tous les juifs à travers le monde, qu'ils soient traditionnalistes, laïcs, orthodoxes, conservatifs ou réformés, séfarades ou ashkénazes. Fin de citation. Le site NRG et le Israël Hayom annoncent que quelques jours après que le New York Times ait affirmé que l'administration Trump ait intensifié ses consultations en perspective de la présentation d'un plan de paix israélo-palestinien, bien l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, a confirmé l'information et il a déclaré hier « Vous connaîtrez les détails dans les prochains mois. Nous travaillons dur sur ce plan », a-t-il déclaré à l'agence de presse juive JNS, mais il n'est pas possible d'en parler pour l'instant, ce serait trop compliqué, dixit David Friedman. Le Haaretz, mais également le Yediot Aharonot, et on serait tenté de dire surtout le Yediot Aharonot, se font l'écho ce matin en page d'ouverture du témoignage plutôt embarrassant d'Adas Klein, l'une des collaboratrices du bureau israélien du milliardaire hollywoodien Arnon Milchan. Dans ce témoignage fait par Adas Klein hier à la police, dont une partie s'étale en lettres immenses en première page du Yediot Aharonot, eh bien, cette collaboratrice confirme que le couple Netanyahou recevait régulièrement et depuis des années des boîtes de cigares pour le Premier ministre et du champagne par caisse de 6 ou 12 pour Sarah Netanyahou. Et selon cette proche de Milchan, ce serait toujours Sarah Netanyahou qui téléphonait pour réclamer donc ces cadeaux. Un chauffeur de notre société faisait également le déplacement à Jérusalem pour fournir le couple Netanyahou. Elle a également raconté qu'elle avait refusé une fois de satisfaire une demande de Sarah Netanyahou d'envoyer un installateur pour réparer une fuite à la résidence du Premier ministre. Sarah m'avait alors crié dessus et après ce refus, Das Klein, affirme-t-elle, a reçu un coup de fil du Premier ministre Binyamin Netanyahou en personne pour insister et faire ce que demande la Geveret, c'est-à-dire Madame Netanyahou. C'est donc en première page de manière assez marquante ce matin du Yediot Aharonot également dans le Haaretz. Restons dans le Yediot, mais cette fois dans un domaine plus préoccupant encore, puisqu'il s'agit d'une enquête réalisée par le journal pour déterminer quelles sont les rues, les avenues les plus dangereuses en Israël, et ce dans le cadre de la semaine de la prévention routière dans l'État hébreu. Par exemple, eh bien, sachez que l'avenue apparemment la plus dangereuse du pays est le Derer Hebron, qui se trouve dans le quartier de Talpiot à Jérusalem, puisqu'elle détient un triste record de 241 accidents en 5 années. 241 accidents en 5 années. À Tel Aviv, la route la plus dangereuse est le boulevard Begin, qui a été le théâtre de 235 accidents en 5 ans. Et en troisième position, c'est Ashdod, avec le boulevard Herzl, qui totalise 203 accidents en 5 ans. Attention donc, soyez prudents si vous circulez sur ces routes, ou même soyez prudents tout simplement là où vous circulez dans l'État d'Israël. Et puis nous terminerons cette revue de la presse par le Times of Israel, qui dans sa version en français est le seul à consacrer ce matin sa page d'ouverture aux archives clandestines du ghetto de Varsovie, qui sont actuellement exposées à Varsovie même. Parmi ces archives Ringenblum, c'est leur nom, on trouve de nombreuses photos de la vie et de la mort même du ghetto, des documents liés à ce qui se passait dans le ghetto pendant la guerre, comme des affiches de spectacles, des cartes postales, des ordonnances médicales et aussi des lettres de juifs témoignant des horreurs qui se déroulaient dans le ghetto. Et puis également un objet insolite dans cette exposition, un bidon de lait, parce que c'est dans
dans de tels bidons en acier que les Juifs du ghetto avaient dissimulé bon nombre de ces documents et de ces photos. Ces documents ont été rassemblés durant la guerre, explique le Times of Israel, par une trentaine de Juifs sous la direction d'un historien juif, Emmanuel Ringenblum. C'est donc de là qu'est tiré le nom de cette archive, de ces archives. Et donc c'est ce groupe qui ont systématiquement recueilli donc ces documents et ces photos. Il s'agit d'un trésor qui montre la mort qui approche, a déclaré le directeur de l'Institut juif de Varsovie, qui expose donc ces documents et cette exposition des archives Ringelblum. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. On marque une pause et on se retrouve avec le docteur Biderman, qui est docteur en réanimation à l'hôpital d'Assuta à Ashdod, le nouvel hôpital d'Ashdod. Nous allons parler justement de cet hôpital qui a ouvert récemment ses portes et dans lequel on peut trouver de nombreux médecins francophones. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.